Les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale. Les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale furent un enfer d'acier et de feu pour les légendaires commandants de chars allemands. Le jeune Untersturmführer Helmut Wendorf, vétéran commandant du Schwere SS Panzerabteilung Centin de la Leibstandarte, partagea combats et camaraderie avec le légendaire Michael Wittmann. Lorsque l'effondrement devint inévitable, Wendorf trouva la mort en avril 1945. Son Panther fut touché par une salve de projectiles anti-chars et, piégé dans la cabine en flammes, il périt sans possibilité de s'échapper dans un enfer de feu et de fumée. Le SS Sturmbannführer Walter Kniep de la 17e SS Panzergrenadier-Division Götz von Berlichingen connut une fin tragique le 22 avril 1944 près de Froses, dans le département de Vienne, en France. Lors de manœuvres avec tir réel, un obus d'artillerie mal dirigé explosa à proximité de Kniep et un éclat de shrapnel l'atteignit à la tête, causant sa mort instantanée. Walter Kniep, la dernière charge de l'as d'acier. Walter Kniep est né le 13 décembre 1909 à Lorenzen, en Prusse orientale, au sein d'une famille d'agriculteurs. Dès son plus jeune âge, il montra un fort sens de la discipline et du leadership, ce qui l'amena à rejoindre la police de Brandebourg après avoir terminé ses études. Son efficacité lui permit d'être transféré à Berlin, où il servit jusqu'en 1934. C'est à cette période qu'il décida d'intégrer la SS Verfügungstruppe, SSVT, une unité d'élite en pleine expansion au sein de l'appareil militaire du Troisième Reich. Avec le début de sa formation à la SS Junkerschule de Brunswick, Kniep acquit les compétences nécessaires pour diriger des troupes au combat. Il fut promu SS Untersturmführer le 20 avril 1936 et prit le commandement de la première compagnie de la SS Flak Abteilung, une unité anti-aérienne équipée de canons de 20 mm. Son ascension au sein de la Waffen-SS fut constante, démontrant sa rigueur tactique et sa discipline implacable. Lorsque le conflit éclata en 1939, Kniep fut envoyé sur le front occidental, où il participa à des opérations majeures et fut décoré pour sa bravoure. Cependant, c'est sur le front de l'Est que son nom devint célèbre. En 1941, il fut transféré à la 3e compagnie du régiment SS Der Führer, avec laquelle il se déplaça en Union soviétique lors de l'invasion allemande. Dans les combats féroces autour de Yelnya et Pantelev, sa compagnie défendit des positions stratégiques sous un siège soviétique intense. Tout au long de 1941, Kniep se distingua par sa capacité à mener ses hommes dans des conditions extrêmes. Cependant, le 7 novembre 1941, il fut grièvement blessé à la tête et à l'épaule après avoir été touché par des tirs ennemis, ce qui l'obligea à une longue convalescence. En mars 1942, après plusieurs mois de récupération, Kniep retourna au service actif dans son ancienne division, la Das Reich. Il fut désigné officier d'état-major, DEIA, mais son ambition le poussa à prendre le commandement du Sturmgeschützabteilung 2 en octobre de la même année. Dans ce nouveau rôle, il montra une fois de plus son talent pour le combat blindé. La plus grande épreuve de Kniep eut lieu en 1943, lors de l'offensive de Belgorod, dans le cadre de la campagne de Koursk. Son bataillon de canons d'assaut détruisit 51 chars ennemis au cours de la bataille, garantissant ainsi une position clé aux forces allemandes. Son leadership au combat fut récompensé par la croix de chevalier de la Croix de Fer, qui lui fut décernée le 14 août 1943, après avoir dirigé l'élimination de 129 blindés en seulement 12 jours. Avec une réputation solidement établie, Kniep fut promu SS Sturmbannführer le 20 avril 1943, puis transféré à la 17e SS Panzergrenadier-Division Götz von Berlichingen. Cette nouvelle unité, formée en France, avait pour mission de défendre l'ouest de l'Europe face à une possible invasion alliée. À partir de 1944, Kniep prit le commandement du SS Panzerabteilung 17, un bataillon composé de 3 compagnies équipées de Sturmgeschütz, Stug 3. La formation de la division fut lente et entravée par de graves problèmes d'approvisionnement, les blindés étant livrés en nombre insuffisant. Le 22 avril 1944, lors d'un exercice de tir réel près de Froses, dans le département de Vienne, Kniep supervisait ses troupes lorsqu'un obus d'artillerie mal dirigé explosa près de sa position.
L'explosion projeta des éclats dans toutes les directions et un fragment le frappa directement à la tête, entraînant sa mort instantanée. 2 autres officiers présents furent blessés, le SS Obersturmführer Hasselmann et le SS Obersturmführer von Seebach. Bien que la version officielle indique que Knip est mort à cause de l'impact d'un éclat d'obus, certaines théories alternatives ont émergé. Une hypothèse suggère que, alors qu'il observait les manœuvres, il tenait son pistolet en main et se serait accidentellement tiré une balle dans la tête. Le lieu exact de son inhumation a longtemps été sujet à controverse. Certains registres mentionnent son enterrement au cimetière de Tennessee, mais des photographies d'époque ont semé le doute sur cette affirmation. D'autres sources indiquent que sa tombe pourrait se trouver à Poitiers, bien qu'aucune confirmation définitive n'ait été apportée. Il est documenté qu'une photographie d'époque montre 4 soldats de la garde d'honneur transportant son corps depuis le champ de manœuvre. Sur cette image, on peut voir la gendarmerie de Mirebeau, ce qui suggère que son cadavre aurait pu être transféré dans cette ville avant d'être inhumé ailleurs. Finalement, après la fin du conflit, les restes de Walter Knip furent exhumés et transférés en Normandie, où il reçut une sépulture au mausolée militaire du mont Duisne, un cimetière où reposent d'autres combattants de la Waffen-SS. Les derniers jours de Michael Wittmann, après l'invasion alliée de Normandie en juin 1944, la situation de l'armée allemande devint de plus en plus critique. Les forces blindées allemandes, inférieures en nombre et en technologie, se retrouvaient face à un ennemi disposant d'une supériorité aérienne écrasante et d'une logistique bien plus efficace. Wittmann, qui était déjà une figure emblématique de l'armée allemande grâce à son impressionnant palmarès de victoires, fut assigné à la défense de la région de Falaise dans une tentative désespérée de freiner l'avancée alliée. Le 8 août 1944, lors de l'opération Totalise, Wittmann mena une attaque avec un groupe de 6 Tiger I. Sa mission était de ralentir l'avancée canadienne et britannique dans la zone de Saint-Aignan de Cramnil. Cependant, son unité fut embusquée par des tanks Sherman Firefly britanniques et par des unités du régiment canadien de fusiliers de Sherbrooke. Selon les récits les plus acceptés, le tank de Wittmann fut touché par un ou plusieurs projectiles de gros calibre, ce qui provoqua l'explosion de sa munition interne et la destruction totale du véhicule. Tous les membres de l'équipage moururent sur le coup. Après la bataille, les restes du tank et de ses occupants furent laissés sur le champ de bataille jusqu'à ce que, dans les mois et années suivantes, les habitants locaux et les forces alliées procédèrent à la nettoyage de la zone. Herbert de Bussmann, un prisonnier de guerre allemand, fut l'un des responsables de l'examen de la zone de Gomesnil et découvrit les restes de plusieurs tanks Tiger détruits, dont le 007. Bien qu'il ne puisse pas immédiatement confirmer qu'il appartenait à Wittmann, il remarqua que la tourelle avait été arrachée, un trait distinctif de l'impact subi par le véhicule en combat. Les restes de l'équipage ne furent pas récupérés immédiatement. Après la guerre, l'identification des corps se compliqua en raison de la nature de l'explosion et du chaos des enterrements improvisés. Cependant, l'histoire de l'équipage de Wittmann attira de nouveau l'attention en 1982, lorsque l'historien Jean-Paul Palude se rendit sur le site de la bataille, tout en préparant un livre sur le conflit. Lors de son exploration, Palude découvrit des fragments de verre et de métal, ainsi que 2 tombes creusées hâtivement par la population locale peu après les combats. Dans l'une de ces tombes, un corps gravement mutilé fut retrouvé, présentant une particularité. Bien qu'il portait des chaussures noires, il était sans bottes. Cette découverte mena à un contact avec le Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, l'organisation allemande chargée de l'identification et de l'entretien des tombes de guerre. En mars 1983, sous la direction d'Otto Horst, des fouilles plus approfondies furent menées dans la zone où le Tiger 007 avait été trouvé. Les restes découverts commencèrent à fournir de nouvelles pistes sur l'identité des membres de l'équipage. L'un des objets les plus révélateurs retrouvés lors de l'enquête fut un Erkennungsmark, la plaque d'identification militaire allemande, appartenant à Heinrich Reimers, SS Unterscharführer et membre de l'équipage du Tiger. De plus, des restes d'uniformes noirs, des bottes, une ceinture d'officier et un pistolet dans la poche d'un des corps furent découverts. L'un des objets les plus significatifs fut un ensemble de dents qui correspondait au dossier dentaire du SS Hauptsturmführer Michael Wittmann.
Sachant que Wittmann avait perdu quelques dents, cette découverte fut considérée comme une confirmation que l'un des corps retrouvés était bien le sien. Parmi les 5 membres de l'équipage du Tiger 007, 3 ont été formellement identifiés: Michael Wittmann, Heinrich Reimers et le SS Sturmmann Rudolf Hirschel. Les 2 autres corps, en raison de l'intensité de l'explosion et de l'état dans lequel ils ont été retrouvés, n'ont pas pu être identifiés avec certitude. En raison de cette circonstance, les 5 corps ont été enterrés ensemble dans une fosse commune. Parmi les membres de l'équipage du Tiger 007 se trouvait aussi le SS Sturmmann Günther Bolt. Bien que Bolt ne soit pas mort dans le Tiger de Wittmann, son destin fut scellé lors des mêmes combats. Günther Bolt, né le 23 janvier 1925 à Königsberg, avait été le chargeur de Wittmann lors de la célèbre bataille de Villers-Bocage. Cependant, le 20 juillet 1944, près de Tilly-la-Campagne, il fut réaffecté à un autre Tiger du 2e bataillon du 2e régiment de chars de la division SS Panzer Abteilung Saintin. Lors de cette bataille, son tank fut atteint de front et Bolt subit des blessures dévastatrices. Son pied fut arraché par l'explosion, mais il réussit à sortir du char en flammes et à ramper au sol. Malgré ses efforts pour survivre, il succomba à ses blessures quelques heures plus tard. Ses restes reposent au cimetière de La Cambe, dans la tombe 169 du bloc 27. Aujourd'hui, les restes de l'équipage reposent à La Cambe, dans un cimetière militaire allemand qui abrite plus de 21 000 soldats allemands tombés en Normandie. Près de Saint-Thau, à Bretteville-sur-Lèze, se trouve le cimetière militaire canadien, où reposent 2960 soldats alliés, dont beaucoup ont participé au combat contre la division Panzer de Wittmann et ses hommes. Michael Wittmann se maria avec Hildegard Burmester le 1er mars 1944 à Lunebourg, quelques mois à peine avant sa mort. Leur mariage fut considéré comme un événement important dans la propagande du régime, car Wittmann était un héros de guerre hautement décoré. Selon des témoignages, Hildegard et Michael partagèrent un lien fort, malgré la courte durée de leur vie commune. Après la mort de Wittmann, Hildegard fut dévastée. Initialement, sa disparition fut classée comme disparue au combat, ce qui maintenait l'espoir qu'il fût encore en vie. Cependant, avec le temps, la réalité s'imposa. La jeune veuve passa des années sous l'ombre du régime déchu et de l'héritage de son mari. Après la guerre, comme beaucoup de veuves de soldats allemands, elle dut reconstruire sa vie dans un pays vaincu et divisé. Avec les années, Hildegard de Wittmann se remaria et mena une vie discrète jusqu'à son décès en 2007. Cependant, selon certains témoignages, elle n'a jamais renié la mémoire de son premier mari et continuait à visiter sa tombe à La Cambe. Au cours de sa carrière, Wittmann reçut de nombreuses distinctions, devenant l'une des figures les plus décorées du Troisième Reich. Il fut honoré de la croix de chevalier de la Croix de Fer le 14 janvier 1944 pour ses exploits sur le front oriental. Quelques semaines plus tard, le 30 janvier 1944, Adolf Hitler lui remit personnellement les feuilles de chêne pour sa croix de chevalier. Sa célébrité continua de croître et le 22 juin 1944, après son action légendaire à Villers-Bocage, il reçut les épées pour sa croix de chevalier, l'une des distinctions les plus prestigieuses de l'armée allemande. La propagande nazie utilisa Wittmann comme un symbole de la supériorité allemande sur le champ de bataille. Ses exploits furent largement diffusés dans les actualités et les publications du Troisième Reich, le présentant comme un héros invincible. Les photographies et les reportages soulignaient son courage et son habileté, faisant de lui une icône pour les jeunes soldats allemands. La presse le comparait à des chevaliers médiévaux et mettait en avant son engagement envers la cause nationale-socialiste. Helmut Wendorf, un commandant de tank dans les Waffen-SS, Helmut Max Ernst Wendorf est né le 20 octobre 1920 à Gowinkel en Allemagne. Son enfance s'est déroulée dans un environnement rural, car sa famille, d'origine modeste, s'est installée à Damm, dans l'Uckermark, où son père travaillait en louant une ferme. Après avoir terminé ses études secondaires à l'École nationale politique de Nuremberg en août 1939, il décida de rejoindre l'effort militaire du Troisième Reich, se portant volontaire pour le service dans les Waffen-SS dès le début de la Seconde Guerre mondiale. Le 4 septembre 1939, Wendorf s'engagea dans la première division SS Leibstandarte Adolf Hitler
Il fut envoyé à Prague le 6 novembre de la même année, où son régiment avait été déployé après la campagne de Pologne. Initialement, Wendorf fut affecté à la 11e compagnie, mais en juin 1940, il fut transféré à la batterie de canons d'assaut Sturmgeschütz. C'est au sein de cette unité qu'il participa à la campagne des Balkans et plus tard à l'invasion de l'Union soviétique pendant l'opération Barbarossa. Lors des combats sur le front de l'Est, Wendorf fit preuve d'un grand courage et d'une habileté remarquable dans la manipulation des blindés. Ses performances lui valurent la Croix de fer de seconde classe le 14 septembre 1981. Peu après, il fut promu Oberscharführer, consolidant ainsi sa position au sein de la Leibstandarte. Son habileté en combat lui permit d'être envoyé à la SS Junkerschule de Bad Tölz le 1er novembre 1941, où il reçut une formation rigoureuse en leadership et en stratégie de guerre blindée. En avril 1942, Wendorf retourna dans son unité en tant que SS Untersturmführer, ce qui témoigne de la confiance que ses supérieurs avaient en lui. Son talent le mena à faire partie de la 13e compagnie, Tiger, du 1er régiment SS Leibstandarte à Fallingbostel à la fin de 1942. Dans cette unité, il dirigea un peloton au sein de la 2e compagnie et c'est à cette époque qu'il rencontra Michael Wittmann, l'un des commandants de tanks les plus célèbres de la Seconde Guerre mondiale. Wittmann et Wendorf établirent une relation professionnelle étroite, partageant la même agressivité tactique et la même bravoure sur le champ de bataille. Lors de l'opération Citadelle, la grande offensive allemande à Koursk durant l'été 1943, ils combattirent ensemble sur le front sud où ils affrontèrent la masse impressionnante de blindés soviétiques. Dès le premier jour des combats, Wittmann détruisit 13 tanks T-34 et 2 canons anti-tanks, réussissant à sauver Wendorf, dont l'unité était encerclée et dans une situation critique. Cette action renforça leur amitié et leur respect mutuel. Wendorf continua de se distinguer en combat, détruisant un grand nombre de blindés ennemis. Le 12 février 1944, il reçut la croix de chevalier de la Croix de fer, une distinction réservée aux soldats les plus braves et efficaces de l'armée allemande. À ce moment-là, son bilan comptait 58 tanks ennemis détruits. Lorsque Wittmann fut promu commandant du Schwere SS Panzer Abteilung Centin, Wendorf prit le commandement de la 2e compagnie, continuant la même agressivité tactique qu'il avait montrée depuis le début de la guerre. Durant les combats intenses sur le front de l'Est à la fin de 1943, son unité joua un rôle clé dans la défense des positions allemandes à Korosten et Zitomir. Durant les fêtes de Noël 1943, avec seulement 4 tanks Tiger, Wendorf se retrouva face à une colonne soviétique et détruisit 11 T-34 en une seule action à Tchoubarovka, empêchant ainsi l'effondrement du front allemand dans ce secteur. En 1944, avec l'ouverture du front occidental après le débarquement de Normandie, Wendorf et son unité furent envoyés en France pour stopper l'avancée alliée. Il participa à la défense acharnée des Allemands contre les blindés britanniques et américains, infligeant d'importantes pertes à l'ennemi. Le 6 août 1944, Wendorf rencontra son destin final sur les champs de bataille de France. Alors qu'il opérait son tank Tiger près de Mézières, son véhicule fut touché par un obus allié, le détruisant complètement. À ce moment-là, son record de tanks détruits était de 84 confirmés et 95 probables. Heinz von Westernhagen, le commandant qui ne supportait pas la défaite. Heinz von Westernhagen est né le 29 août 1911 en Allemagne et dès son jeune âge, il se sentit attiré par l'idéologie nationale-socialiste. Il rejoignit le parti nazi en 1929 avec le numéro d'adhésion 174 562 et intégra par la suite les SA. Cependant, sa carrière prit son envol en 1932 lorsqu'il se joignit à l'Allgemeine SS, la branche générale des SS. Sa discipline et ses compétences tactiques lui permirent de se distinguer rapidement, ce qui lui permit d'entrer dans la SS Verfügungstruppe le 1er octobre 1934. Il fut affecté à un détachement du régiment Germania et, en 1936, il suivit un cours de formation pour commandant de peloton au camp d'entraînement de Dachau. C'est à cette époque qu'il rencontra Joachim Peiper, qui deviendrait l'un des officiers les plus notoires des Waffen-SS durant le conflit.
Westernhagen fut ensuite transféré au Sicherheitsdienst. Lorsque l'Allemagne envahit la Pologne en septembre 1939, Westernhagen participa à la campagne avec la division SS Leibstandarte SS Adolf Hitler. Lors des offensives aux Pays-Bas, en Belgique et en France en 1940, il démontra qu'il était un commandant capable et agressif, ce qui lui valut plusieurs décorations. En 1941, il fut à nouveau transféré au Sicherheitsdienst, mais en mars, il revint à la Leibstandarte pour participer à la campagne des Balkans, servant au sein de l'état-major de la Kampfgruppe Witt, commandée par Fritz Witt. Ce fut durant cette période qu'il commença à se spécialiser dans les unités blindées. Le 1er juin 1942, il fut nommé commandant du bataillon de chasseurs de tanks Sturmgeschütz de la Leibstandarte, ce qui lui permit de développer sa stratégie de combat blindé. En 1943, lors de la bataille de Kursk, Westernhagen commanda le bataillon d'assaut de la LSSH sur le secteur sud du front. Cependant, le premier jour des opérations, le 5 juillet 1943, il reçut une grave blessure à la tête. Il fut immédiatement évacué et transféré à Berlin pour subir une intervention chirurgicale d'urgence. Cette blessure l'affecta toute sa vie, lui causant des problèmes de santé récurrents et affectant sa capacité de commandement sur le champ de bataille. Le 19 juillet 1943, malgré sa convalescence, il fut nommé commandant du 101e bataillon de Panzer lourd SS. Sa récupération et un cours de formation pour commandant de bataillon à l'école des forces blindées de Paris retardèrent son incorporation effective jusqu'en février 1944. Lorsque les Alliés débarquèrent en Normandie le 6 juin 1944, le bataillon de Westernhagen se trouvait à Beauvais, au nord de Paris. En raison des dommages causés à la voie ferrée, ces Tigerproben durent avancer par la route jusqu'au front. Un trajet de 450 km qui dura 6 jours. Pendant ce trajet, ils subirent des attaques aériennes constantes de la part des Alliés, ce qui réduisit leur efficacité avant même d'atteindre le front. Le 13 juin 1944, lors de la bataille de Villers-Bocage, les Tigers de la 2e compagnie du 101e bataillon, dirigés par Michael Wittmann, anéantirent une colonne britannique, détruisant 27 blindés et de nombreux transports. Bien que Westernhagen ne participa pas directement au combat, ces unités jouèrent un rôle clé dans la contenance de l'offensive britannique sur Caen. Cependant, en raison des effets de sa blessure à la tête, il fut envoyé en congé pour convalescence peu après. Westernhagen retourna au front le 21 novembre 1944 pour diriger son bataillon, désormais renommé le 501e bataillon Panzer lourd SS. Il participa à l'offensive des Ardennes, où ces Tiger II faisaient partie de l'avant-garde de la Kampfgruppe Peiper. Cependant, les conditions hivernales sévères et le terrain montagneux limitèrent gravement la mobilité des Tiger II. Le 16 décembre 1944, l'offensive allemande commença avec force, mais des problèmes logistiques et une résistance américaine féroce stoppèrent l'avancée. Malgré les succès initiaux, l'offensive échoua et le 501e bataillon Panzer lourd SS subit de lourdes pertes. En janvier 1945, les forces allemandes commencèrent leur retraite face à l'avancée des Alliés. Le 19 mars 1945, Heinz von Westernhagen reçut l'ordre d'abandonner son poste et d'être réaffecté à la réserve des officiers. Son successeur fut Heinz Kling. Peu après, selon la version officielle, Westernhagen mourut à la suite d'une bombe lancée par l'aviation ennemie. Cependant, Wolfgang Schneider, dans son livre Tigres en combat, volume 2, documenta que Westernhagen s'était en réalité suicidé en se tirant une balle avec son pistolet personnel après avoir été relevé de son commandement. La théorie du suicide est soutenue par le fait que son état de santé s'était détérioré en raison de la blessure à la tête subie à Kursk, ce qui aurait pu lui causer une grande détresse émotionnelle. De plus, la situation de la guerre pour l'Allemagne en mars 1945 était désespérée, avec le Troisième Reich au bord de l'effondrement. La combinaison de ces facteurs aurait pu amener Westernhagen à se donner la mort dans un acte de désespoir. Johannes Bölter, le chasseur de blindés du front de l'Est. Johannes Bölter est né le 19 février 1915 à Mülheim an der Ruhr, dans la région de la Rhénanie du Nord-Westphalie, qui faisait alors partie de l'Empire allemand. Durant son enfance et son adolescence,
Il reçut une éducation dans sa ville natale, étudiant à l'école de Mülheim entre 1920 et 1929. Par la suite, il décida de se consacrer à un apprentissage technique, étudiant la plomberie et la maçonnerie à l'école de formation professionnelle de sa ville de 1930 à 1933. Cependant, son destin ne se trouvait pas dans la construction, mais sur le champ de bataille, car il décida de s'engager dans l'armée allemande. Le 1er avril 1933, Bölter s'engagea comme volontaire dans le 3e escadron du 10e régiment de cavalerie. Sa carrière militaire progressa rapidement et en 1934, il fut transféré au bataillon de reconnaissance Endegotgardere 4. En 1998-35, sa formation le conduisit à rejoindre la 8e compagnie du régiment Panzer numéro 1, unité avec laquelle il commencerait à se spécialiser dans le combat blindé. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata en septembre 1939, Bölter participa à l'invasion de la Pologne. Son courage et ses performances au combat lui valurent la Croix de fer de 2e classe le 30 septembre 1939. Quelques mois plus tard, en mai 1940, il prit part à l'offensive allemande contre la France et, en reconnaissance de ses réalisations en combat, il fut décoré de la Croix de fer de 1re classe le 15 juillet 1940 et promu au rang de sergent. En juin 1941, Bölter participa à l'opération Barbarossa, l'invasion allemande de l'Union soviétique. Sur le front de l'Est impitoyable, il démontra de grandes compétences en tant que commandant de tank. Cependant, en octobre 1941, il fut gravement blessé en combat. Après sa convalescence, en mars 1942, il fut affecté au SPZ Abteilung 502, l'une des unités de tanks lourds les plus prestigieuses de la Wehrmacht. En septembre 1942, il se battit dans le secteur nord du front de l'Est, où il affronta les blindés soviétiques, y compris les T-34. Ses compétences en tant que commandant de tank devinrent évidentes lorsqu'en mars 1943, il fut décoré de la Croix allemande en or. En mai 1943, il fut promu lieutenant et, ce faisant, se vit attribuer plus de responsabilités au sein du SPZ Abteilung 502. Tout au long de 1943 et 1944, Bölter continua de se distinguer dans le combat blindé. Le 16 avril 1944, il fut promu lieutenant de la 1re compagnie de l'Abteilung 502 et reçut la prestigieuse croix de chevalier après avoir obtenu 89 victoires confirmées contre des tanks ennemis. Cette reconnaissance le plaça parmi les commandants de tanks les plus remarquables de la guerre. Cependant, quelques mois plus tard, le 19 août 1944, son Tiger Ier fut atteint par un obus anti-char soviétique lors d'un affrontement sur le front de l'Est. Gravement blessé, il fut évacué du champ de bataille et hospitalisé. Malgré ses blessures, son courage et ses performances exceptionnelles lui valurent les feuilles de chêne pour sa croix de chevalier le 10 septembre 1944. Après sa récupération, Bölter fut transféré à la division de formation en tant qu'instructeur pour les nouveaux officiers de tank. Son expérience en combat fit de lui une source précieuse de connaissances pour les nouvelles générations de soldats. En décembre 1944, il fut affecté à l'école des sous-officiers des troupes blindées à Eisenach. À mesure que la guerre touchait à sa fin et que la situation du Troisième Reich se détériorait, Bölter fut à nouveau appelé à l'action. En janvier 1945, il fut promu capitaine et placé à la tête d'un groupe de bataille dans la région de Kassel. L'offensive soviétique et l'avancée alliée sur le front occidental signifiaient que l'Allemagne était au bord de l'effondrement. Malgré la situation militaire de plus en plus désespérée, Bölter et son unité tentèrent de maintenir les lignes défensives. Avec la défaite allemande imminente, Bölter réussit à rejoindre la ville d'Erfurt, où il retrouva sa femme et ses enfants. Cette ville passa sous le contrôle de l'Union soviétique après la fin de la guerre, devenant partie intégrante de la future République démocratique allemande, RDA. Cependant, en 1950, Bölter parvint à s'échapper vers la République fédérale d'Allemagne, RFA, évitant ainsi de tomber sous le régime communiste. Bölter vécut une existence discrète en Allemagne de l'Ouest après la guerre. Bien qu'il n'ait jamais été jugé ni condamné pour des crimes de guerre, son parcours dans la Wehrmacht fit de lui une figure d'intérêt au sein des cercles d'histoire militaire.
À l'instar d'autres vétérans allemands, il tenta de reconstruire sa vie dans une nation divisée par les puissances victorieuses. Le 16 septembre 1987, Johannes Bölter décéda dans sa ville natale, Mülheim an der Ruhr, à l'âge de 72 ans. Son service au sein du SPZ Abteilung 502 le plaça parmi les combattants les plus efficaces de la guerre blindée, aux côtés de figures telles qu'Otto Carius et Ernst Glago. Ce bataillon de tanks lourds fut crucial dans de nombreuses batailles, depuis le siège de Leningrad jusqu'à l'opération Zitadelle à Koursk. Otto Carius, le destin d'un as des panzers. Otto Carius naquit le 27 mai 1922 à Zweibrücken, en Rhénanie-Palatinat, en Allemagne. Il venait d'une famille aux antécédents militaires, son père, également prénommé Otto, étant professeur de lycée et ayant servi comme officier dans la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale. Dès son enfance, Otto manifesta un grand intérêt pour l'ingénierie mécanique et la musique, se distinguant dans ces deux domaines au lycée. En 1940, à l'âge de 18 ans, il décida de s'engager volontairement dans la Wehrmacht, suivant la tradition familiale. Cependant, sa constitution physique frêle lui joua des tours. Il fut rejeté à 2 reprises en raison de son faible poids et de sa petite taille, ce qui le disqualifiait pour servir dans l'infanterie. Mais Carius ne se découragea pas et, après avoir insisté, réussit à s'enrôler dans les troupes anti-chars, où les critères étaient moins stricts. Sa persévérance le mena au 104e bataillon de remplacement d'infanterie à Posen, aujourd'hui Poznan, en Pologne, d'où il demanda volontairement son transfert à la branche Panzer. Après sa formation, Otto Carius fut affecté au 21e régiment Panzer, faisant partie de la 20e division Panzer. En 1941, à seulement 19 ans, il participa à l'invasion de l'Union soviétique, opération Barbarossa, servant comme chargeur dans un char Panzer 38T d'origine tchèque. Ce fut au cours de ses premiers combats qu'il vécut le chaos et la brutalité du front de l'Est. Son premier acte marquant eut lieu à Ladoga, Signavino, où il détruisit son premier char ennemi. Au fur et à mesure qu'il gagnait en expérience, il fut promu sous-officier et fut accepté comme candidat officier en août 1941. Cependant, face aux difficultés croissantes sur le front de l'Est, notamment avec l'apparition du redoutable T-34 soviétique, la Wehrmacht fut contrainte de renforcer ses unités blindées avec des tanks plus lourds et mieux armés. En 1943, Otto Carius fut transféré au bataillon Panzer lourd 502, où il eut l'occasion de commander un Panzer Sea Tiger I, un char qui deviendrait son arme de prédilection. Ce modèle, avec son puissant canon de 88 mm et son blindage impénétrable pour la plupart des projectiles alliés, représentait le sommet de la technologie allemande en matière de guerre blindée. Carius se distingua particulièrement dans le secteur nord du front de l'Est, combattant dans des régions comme Leningrad et Narva. Son action la plus célèbre se produisit le 22 juillet 1944, lors de la bataille de Malinova, où, avec son camarade Albert Kerscher, il parvint à détruire 17 tanks soviétiques en moins de 20 minutes. Carius en détruisit 10, tandis que Kerscher en élimina 4 supplémentaires. Cet exploit le consacra comme l'un des plus grands as Panzer de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, seulement 2 jours plus tard, le 24 juillet, alors qu'il effectuait une reconnaissance à moto, il fut gravement blessé par plusieurs balles. Il fut transféré à l'hôpital, où il passa plusieurs semaines en convalescence. Pour sa bravoure, il fut décoré des feuilles de chêne pour sa croix de chevalier le 10 septembre 1944. À la fin de 1944, avec la guerre se retournant en faveur des Alliés, Otto Carius fut transféré au 512e bataillon de chasseurs de chars lourds, où il prit le commandement de la 2e compagnie. Son nouveau véhicule était le Jagdtiger, un chasseur de chars de 71 tonnes équipé d'un canon de 128 mm, conçu pour détruire n'importe quel blindé ennemi à longue distance. Cependant, Carius rencontra de nombreux problèmes avec cette nouvelle arme. Sa taille et son poids le rendaient peu maniable, son moteur n'était pas assez puissant, et ses optiques se déréglaient après chaque tir, rendant la visée difficile en combat prolongé. Malgré ces difficultés, en mars 1945, son unité fut envoyée à Siegburg pour défendre le carrefour du Rhin contre les forces américaines.
Contrairement au front de l'Est, où Karius avait principalement affronté des blindés soviétiques, il se retrouva à devoir combattre les Sherman alliés. Toutefois, à ce stade de la guerre, le manque de fournitures et de carburant condamna tout effort défensif. Finalement, le 15 avril 1945, Karius et son unité se rendirent aux Américains dans la poche de la Ruhr. Il fut fait prisonnier et passa plusieurs mois en captivité avant d'être libéré. À la différence d'autres officiers de la Wehrmacht, Otto Karius réussit à se réinsérer dans la vie civile après la guerre. Sa passion pour la médecine le conduisit à étudier la pharmacie et, en 1956, il fonda sa propre pharmacie à Herschweiler-Petersheim, en Allemagne, qu'il nomma Tiger Apotheke, en hommage à son char préféré. Karius écrivit également un livre de mémoires intitulé « Tigres dans la boue » Tiger im Schlamm, publié en 1960, où il relatait ses expériences sur le front et donnait son point de vue sur la guerre blindée. Ces mémoires devinrent un témoignage clé sur l'utilisation des Tiger-Prumé en combat et ont été largement étudiés par les historiens militaires. Bien qu'il ait servi dans la Wehrmacht, Karius rejeta toujours toute affiliation avec le régime nazi et se considérait comme un soldat apolitique. Dans ces dernières années, il exprima son mécontentement concernant le traitement réservé aux vétérans allemands après la guerre, estimant que leur sacrifice avait été oublié. Rudolf von Ribbentrop, héritier du Reich et des SS. Rudolf von Ribbentrop naquit le 11 mai 1921 à Wiesbaden, dans la République de Weimar de l'époque. Son enfance fut marquée par la montée en puissance du national-socialisme en Allemagne et, en particulier, par la position influente de son père, Joachim von Ribbentrop. Très tôt, Rudolf fut témoin des événements les plus marquants du régime d'Adolf Hitler. À l'âge de 11 ans, il assista à une parade au flambeau des troupes d'assaut depuis le balcon de l'hôtel Kaiserhof à Berlin, un spectacle annonçant l'ascension définitive du nazisme au pouvoir. En 1936, lorsque son père fut nommé ambassadeur d'Allemagne au Royaume-Uni, Rudolf le suivit à Londres, où il fut inscrit à la prestigieuse Westminster School. Cependant, sa présence attira rapidement l'attention du journal The Times, ce qui provoqua son retour en Allemagne. Son éducation se déroula dans un environnement où l'idéologie nazie était omniprésente. Il devint membre des jeunesses hitlériennes sous la direction de Baldur von Schirach, renforçant ainsi son identité au sein du régime. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata le 1er septembre 1939, Rudolf von Ribbentrop s'engagea comme simple soldat dans le bataillon de remplacement de la Standard Deutschland des Waffen-SS. Son baptême du feu eut lieu lors de la campagne de Pologne, et peu après, il fut transféré à la 11e compagnie basée à Munich. Son courage sur le front occidental lui valut la Croix de fer de 2e classe et sa première promotion au grade de Sturmmann. Pendant l'invasion de la France en 1940, von Ribbentrop mena une charge à la baïonnette contre une patrouille française, contribuant à la reddition de l'ennemi. Lors de cette même campagne, il reçut sa première blessure, un éclat d'obus dans le bras droit. Par la suite, il fut affecté au bataillon de reconnaissance de l'Alpenkorps, ce qui le mena en Norvège et en Finlande lorsque l'Allemagne forma une alliance avec les Finlandais contre l'Union soviétique. En 1941, lors de l'opération Barbarossa, son unité fut envoyée dans le nord de la Russie, où il combattit au sein du SS Kampfgruppe Nord. Son excellente conduite lui valut la Croix de la Liberté de Finlande de 4e classe, mais aussi une seconde blessure, une balle qui lui fractura l'avant-bras gauche. Il fut envoyé à l'hôpital personnel de Heinrich Himmler à Hohenlychen et après sa guérison, rejoignit le régiment Panzer Leibstandart SS Adolf Hitler. Von Ribbentrop participa à certaines des batailles les plus sanglantes du front de l'Est, commandant un peloton de chars au sein de la 6e compagnie du 2e bataillon du 1er régiment Panzer de la Leibstandart. Son rôle dans la première retraite de Kharkov, en 1943, fut décisif. Mais il fut encore une fois blessé, recevant des impacts dans l'omoplate droite, l'épaule gauche et un poumon. Malgré la gravité de ses blessures, il refusa d'être évacué et resta avec son unité. Lors de la bataille de Koursk, le 13 juillet 1943, von Ribbentrop et son unité freinèrent une offensive de blindés soviétiques avec leur Tiger. Cet exploit lui valut la croix de chevalier de la Croix de fer le 15 juillet de la même année. Par la suite,
il fut transféré à la 12e division SS Hitlerjugend, où il commanda la 3e compagnie du 1er bataillon du régiment Panzer XII. Lors de la bataille de Normandie en 1944, son unité détruisit 27 tanks ennemis en une seule journée, ce qui lui valut la croix allemande en or. Sa dernière grande bataille eut lieu lors de la bataille des Ardennes, où il reçut sa 5e blessure le 20 décembre 1944, lorsqu'un obus le toucha à la bouche. Malgré cela, ses chars détruisirent 24 blindés alliés avant que l'offensive ne soit arrêtée le 8 janvier 1945. Dans les derniers mois de la guerre, il combattit comme infanterie en Hongrie et en Autriche. Fin avril 1945, il reçut le commandement du Kampfgruppe von Ribbentrop. Le 8 mai 1945, Rudolf von Ribbentrop se rendit avec son unité à l'armée des États-Unis. Après la capitulation allemande, Rudolf von Ribbentrop passa plus de 3 ans en détention sous la garde des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France. Pendant sa réclusion, il fut accusé d'avoir abattu 2 prisonniers de guerre canadiens, mais aucune preuve concluante ne fut trouvée à son encontre. Il fut libéré en juillet 1948. Tandis qu'il était en prison, son père, Joachim von Ribbentrop, fut jugé lors des procès de Nuremberg pour crimes contre l'humanité. Joachim fut condamné à mort et exécuté le 16 octobre 1946. Après son retour à la vie civile, Rudolf von Ribbentrop fit face au stigmate d'être le fils de l'un des hommes les plus proches d'Hitler. Éloigné de la politique et de la milice, Rudolf von Ribbentrop choisit de reconstruire sa vie en tant qu'entrepreneur dans l'industrie du vin. Il devint commerçant de vin, un métier qui lui permit de rester discret et de se distancer de l'idéologie avec laquelle il avait grandi. Cependant, dans les dernières années de sa vie, il écrivit ses mémoires, publiés en 2008 sous le titre « Mein Vater », Joachim von Ribbentrop. Dans ce livre, il narra sa vision de la Seconde Guerre mondiale et offrit des détails sur la vie de son père et les derniers jours d'Hitler dans le bunker de Berlin. Dans ses récits, il décrivit un Hitler malade et délirant, bien loin du leader charismatique qu'il avait connu dans son enfance. Il inclut également des photographies inédites de sa famille et du Führer. Bien qu'il ait été un haut responsable des Waffen-SS, Rudolf von Ribbentrop insista toujours sur le fait que sa loyauté allait à ses camarades de combat et non à la politique du régime. Ces mémoires ont été source de débats, car bien qu'elles apportent des informations précieuses sur l'histoire du Troisième Reich, elles ont également été critiquées pour leur vision partiale des événements. Rudolf von Ribbentrop mourut le 20 mai 2019 à Ratingen, en Allemagne, à l'âge de 98 ans. Sa vie fut une complexe intersection entre l'histoire de sa famille, son propre parcours de soldat, et sa tentative de construire une existence séparée de l'ombre de son père et de l'héritage du nazisme. Kurt Knispel, le chardeur oublié et sa légende sur le front de l'Est. Kurt Knispel naquit le 20 septembre 1921 à Salisfeld, dans la région des Sudètes, alors faisant partie de la Tchécoslovaquie. Issu d'une famille modeste, il montra dès son jeune âge un grand intérêt pour la mécanique, ce qui le conduisit à suivre une formation dans une usine automobile. En 1940, à seulement 19 ans, il s'engagea comme volontaire dans les divisions blindées de l'armée allemande, motivé à la fois par la guerre en cours et son intérêt pour les véhicules blindés. Son entraînement débuta au bataillon de formation de remplacement des Panzers en Basse-Silésie, où il reçut d'abord une formation d'infanterie avant de se spécialiser dans les blindés. Là, il apprit à opérer différents modèles de tanks, allant du Panzer au Panzer IV, et gravit rapidement les échelons du bataillon. Finalement, en octobre 1940, il fut affecté à la 3e compagnie du 29e régiment Panzer de la 12e division Panzer, où il perfectionna ses compétences en tant que chargeur et canonnier. Knispel eut sa première expérience de combat lors de l'invasion de l'Union soviétique pendant l'opération Barbarossa en juin 1941. En tant que canonnier dans un Panzer IV sous les ordres du lieutenant Hellmann, il participa à des combats intenses, de Yartsevo jusqu'aux portes de Stalingrad, tout en opérant autour de Leningrad et du Caucase. C'est durant cette période qu'on lui attribua ses premiers 12 blindés ennemis détruits. Au début de 1943, Knispel fut transféré au 500e bataillon Panzer à Paderborn, où il s'entraîna avec les nouveaux tanks lourds Tiger Tetam.
Il rejoignit ensuite la première compagnie du 503e bataillon de Panzer lourd, une unité d'élite qui combatta lors de la bataille de Koursk. Sa maîtrise du tir en fit un élément essentiel dans l'offensive allemande. Tout au long de la guerre, Knispel participa à de nombreuses batailles stratégiquement importantes, telles que la bataille de Korsun-Cherkassy, la retraite de Normandie, ainsi que des combats à Vinitsa, Jampol et Kamnetz-Podolsk. Sa compétence avec le canon du Tiger I, puis du Tiger II, lui valut une réputation de l'un des plus redoutables tankistes du conflit. On lui attribue 168 victoires confirmées contre des tanks ennemis, bien que certains estiment que le nombre réel pourrait avoisiner les 195. Dans un épisode particulièrement impressionnant, il parvint à détruire un T-34 soviétique à une distance record de 3000 mètres, démontrant ainsi sa maîtrise du tir à longue portée. Cependant, malgré ses exploits, Knispel ne reçut jamais la croix de chevalier, bien qu'il ait été recommandé à 4 reprises. Certains historiens suggèrent que son caractère rebelle et son rejet de la discipline stricte de la Wehrmacht l'éloignèrent des honneurs officiels. On sait qu'il frappa un soldat des SS pour avoir abusé d'un prisonnier russe, ce qui lui attira le mépris des hauts commandements. À la fin de la guerre, Knispel et son unité furent renvoyés sur le front de l'Est, où ils participèrent au combat désespéré contre l'offensive soviétique. En 1945, sa compagnie fut rééquipée avec des Tiger II et participa aux batailles de Mésoture, Segled et Neutra, faisant face à des forces soviétiques largement supérieures en nombre. Dans l'une de ces dernières batailles, son tank fut frappé 24 fois sans être détruit, ce qui témoigne à la fois de la résistance du blindé et de la compétence de son équipage. Le 28 avril 1945, à Vorbovec, actuelle République tchèque, Knispel et son unité furent attaqués par un assaut blindé soviétique massif. Malgré les inconvénients, il réussit à détruire 10 tanks ennemis avant que son Tiger II ne soit mis hors service. Selon les rapports les plus largement acceptés, il fut blessé par un tir en plein abdomen alors qu'il tentait de sortir de son char en flammes. Transporté à l'hôpital de campagne, il mourut le 30 avril à l'âge de 23 ans. Pendant des décennies, son sort resta dans l'ombre. Ce n'est qu'en 2013 que ses restes furent retrouvés dans un cimetière de Vorbovec et identifiés grâce à ses plaques militaires. Ils furent ensuite transférés au cimetière militaire central de Brno. Son image, avec sa barbe et ses cheveux longs, contrastait avec l'idéal militaire allemand. Ce n'était pas un adepte aveugle de l'idéologie nazie, mais un soldat pragmatique qui se battait avant tout pour ses camarades de combat, plutôt que pour le régime. Ernst Bachmann, l'inflexible chasseur de chars de la Seconde Guerre mondiale. Ernst Bachmann naquit le 25 août 1919 à Kiesdorf, un petit village en Holstein. Fils d'un fermier, il grandit en travaillant la terre aux côtés de sa famille. En 1936, il s'engagea volontairement dans le régiment SS Germania, où il reçut une formation militaire. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata en 1939, son régiment fut mobilisé pour l'invasion de la Pologne. En tant que mitrailleur dans la 9e compagnie du 3e bataillon, il fit preuve de bravoure en combat et fut promu Rottenführer après s'être distingué au cours de la bataille. Pendant cette campagne, il fut blessé et reçut la médaille des blessés en noir. Après la campagne en Pologne, son unité fut intégrée à la division SS Das Reich. En 1940, il participa à l'invasion de la France, ce qui lui valut la médaille d'assaut de l'infanterie. Un an plus tard, dans le cadre de l'opération Barbarossa, sa division fut envoyée sur le front de l'Est. Durant les combats en Ukraine, il subit une blessure grave en juillet 1941 et passa plusieurs mois en convalescence. Pour son sacrifice sur le champ de bataille, il fut décoré de la médaille des blessés en argent. Au début de 1942, Bachmann fut affecté à une unité de formation en Hollande, où il fut chargé d'instruire des volontaires étrangers. Cependant, son désir de retourner au combat le poussa à demander son transfert vers les unités blindées. À l'hiver 1942-1443, sa demande fut acceptée et il fut renvoyé sur le front de l'Est. Il rejoignit la 2e compagnie du 1er régiment Panzer de la division Das Reich, où il fut affecté en tant que canonnier dans un Panzer III. Peu après, son régiment fut intégré au 2e corps Panzer SS qui se battait à Kharkov. Lors de la 3e bataille de Kharkov, ses performances au combat furent exceptionnelles,
ce qui lui valut une promotion au rang d'Unterscharführer et le commandement de son propre Panzer III. Au fil du temps, il démontra une habileté exceptionnelle en tant que commandant de chars, détruisant de nombreux blindés ennemis. En juillet 1943, il participa à l'opération Citadelle, l'offensive allemande à Koursk. Là, il combattit lors de la bataille de Prokhorovka, affrontant de grandes formations de chars soviétiques. Par la suite, sa division dut se replier vers la rivière Mius, où il participa à des batailles défensives intenses aux côtés de la 3e division SS Totenkopf. En août, il fut transféré à la 4e compagnie, opérant les nouveaux Panther Ausf, des tanks plus avancés et puissants que les Panzer III. En 1944, la division Das Reich fut retirée du front de l'Est et envoyée en France en prévision d'un débarquement allié. Après le débarquement en Normandie le 6 juin 1944, l'unité fut envoyée dans le nord pour ralentir l'avancée alliée. En chemin, elle subit des attaques constantes de chasseurs-bombardiers et de la résistance française. En juillet, la division entra en combat près de Saint-Lô. Bachmann, à la tête d'un Panther Ausf A, participa à des affrontements intenses contre les tanks Sherman et Stuart américains. Grâce à sa capacité tactique, il parvint à tendre des embuscades et à détruire de nombreux véhicules ennemis dans les étroits chemins du bocage français. L'un des épisodes les plus célèbres de sa carrière eut lieu le 27 juillet 1944 à un carrefour près de Le Loret. Séparé de son unité, il apprit qu'une colonne blindée américaine approchait. Il décida de dissimuler son Panther sous des arbres et de tendre une embuscade à l'ennemi. Lorsque les premiers tanks Sherman apparurent, il les détruisit ainsi qu'un camion-citerne. Malgré les attaques aériennes alliées ayant endommagé son véhicule, son équipage réussit à le réparer en pleine bataille. Au total, il réussit à abattre jusqu'à 9 Sherman et plusieurs transports ennemis, freinant ainsi l'avance américaine dans la région. Cet exploit deviendra célèbre sous le nom de Coin de Bachmann. Après la retraite de Normandie, Bachmann et son unité participèrent à la bataille des Ardennes en décembre 1944. Lors d'un combat contre la 2e division blindée américaine, son Panther fut percuté par un Sherman. Bien que l'impact le laissât temporairement immobilisé, son équipage réussit à réactiver le tank et à éliminer plusieurs blindés ennemis avant de se retirer. Lors de cet affrontement, Bachmann fut grièvement blessé. En mars 1945, il fut envoyé à nouveau sur le front de l'Est. Pendant les combats à Stuhlweissenburg, il détruisit 4 chars T-34, contribuant ainsi au bilan impressionnant de la division Das Reich, qui avait détruit plus de 3000 blindés ennemis. Cependant, la situation de l'Allemagne devenait désespérée et ses unités étaient gravement réduites. En avril, alors qu'il combattait au sud de Vienne, son tank fut frappé par des tirs amis avant de se retrouver piégé dans un cratère de bombes. Ne pouvant le récupérer, Bachmann et son équipage décidèrent de le détruire avant de se retirer. Il parvint finalement à atteindre la zone contrôlée par les Britanniques, où il fut capturé en tant que prisonnier de guerre. Il resta en captivité jusqu'en 1947. Après sa libération, il retourna dans son village natal, Kiesdorf. Il se réintégra à la vie civile, devenant chef des pompiers, puis maire du village. Pendant de nombreuses années, il évita de parler publiquement de sa participation à la guerre. Cependant, sa réputation en tant qu'as des tanks demeura, et il fut reconnu dans les cercles militaires pour ses compétences en combat. Bachmann mourut le 27 juin 2009, à 89 ans. Son héritage fut celui de l'un des commandants de tanks les plus habiles de la Seconde Guerre mondiale, ayant accumulé un nombre impressionnant de victoires au combat. Au cours de sa carrière, on lui attribue la destruction de plus de 82 chars ennemis, 136 véhicules de combat et 43 canons anti-chars. Karl Wilhelm Knaut, le dernier combat d'un as des Panzers. Karl Wilhelm Knaut naquit le 29 janvier 1916 à Salchendorf, en Westphalie. En 1936, il s'engagea volontairement dans la Wehrmacht, où il reçut sa première formation militaire. Après son service initial, il quitta l'armée mais y retourna en septembre 1939, au début de la Seconde Guerre mondiale. Il fut affecté au 5e régiment Panzer, où il se distingua par sa discipline et ses grandes compétences en guerre blindée. Au fil du temps, son talent en tant que commandant de chars devint évident, et le 1er juin 1942,
il fut promu lieutenant der Reserve. En février 1943, il rejoignit le bataillon de chars lourds 505, l'une des unités les plus redoutées de la Wehrmacht, équipée des puissants Tiger-Pumpen. Dès son arrivée au bataillon 505, Knott participa à de nombreuses batailles sur le front de l'Est. Son habileté tactique et son leadership lui permirent de détruire plus de 101 véhicules blindés ennemis. Pour sa bravoure, il reçut la Croix de fer de deuxième classe le 25 mai 1940 et la Croix de fer de première classe le 11 novembre de la même année. Au fil de ses blessures de guerre, il fut décoré du distinctif des blessés en or. En 1944, Knott fut promu Hauptmann der Reserve et prit le commandement de la 3e compagnie du bataillon 505. En reconnaissance de son courage et de son leadership sur le champ de bataille, il fut décoré de la Croix de chevalier de la Croix de fer, l'une des distinctions les plus prestigieuses de l'armée allemande. Dans les derniers mois de la guerre, Knott fut transféré à un commandement intérimaire au Panzer-Régiment de Brandebourg. À ce moment-là, la Wehrmacht était en pleine retraite face à l'avancée de l'armée rouge. En avril 1945, les forces allemandes furent piégées dans la poche de Halbe, un encerclement soviétique brutal dans la forêt de Spreewald, au sud-est de Berlin. Le 25 avril 1945, Knott mena son unité dans une tentative désespérée de percer près du lac Oderiner See. Son bataillon, réduit et manquant de ravitaillement, fut attaqué par l'artillerie et les chars soviétiques. En plein combat, son char fut touché par le feu ennemi et devint hors d'usage. N'ayant aucune possibilité de retraite et entouré par les forces soviétiques, Knott et ses hommes continuèrent à se battre jusqu'au dernier moment. Les rapports sur sa mort varient, mais il est estimé qu'il tomba en combat entre le 25 avril et début mai 1945. Son corps fut enterré au cimetière de guerre allemand de Halbe, dans la parcelle 6, rangée 5, tombe 630. Rudolf Heinz Rufer, el cazador de tanques del aire. Rudolf Heinz Rufer nació el 7 de enero de 1920 en Eisenhammer, Alemania. Desde joven, mostró un gran interés por la aviación, lo que lo llevó a unirse a la Luftwaffe en 1939. Fue admitido en la escuela de vuelo Luftkriegschule 4 y rápidamente demostró su talento como piloto, ascendiendo al rango de Leutnant el 1 de marzo de 1941. En junio de 1942 se incorporó a la Unidad de Combate 1, Ergänzungsjagdgruppe Ost, en el Frente Oriental, donde comenzó su carrera como piloto especializado en ataques a tierra. Durante la Segunda Guerra Mundial, Rufer se destacó como un piloto excepcional en la destrucción de blindados enemigos. Inicialmente voló el bombardero en picado Junkers Ju-87, pero fue con el Henschel HS-129, un avión diseñado específicamente para misiones de ataque terrestre con cañones automáticos, donde alcanzó sus mayores éxitos. Entre 1942 y 1943 sirvió en la octava, PZT, Schlaggeschwader 1 y más tarde fue asignado como Staffelkapitän en la 10ª, PZT, Schlaggeschwader 9. En el transcurso de aproximadamente 300 misiones de combate, se le atribuyó la destrucción de al menos 80 carros de combate enemigos. Su eficacia en el campo de batalla lo hizo comparable al legendario piloto de Stuka Hans Ulrich Rudel. En reconocimiento a su valentía y logros, recibió varias distinciones, incluyendo la Cruz de Hierro de primera y segunda clase, el Cáliz de Honor de la Luftwaffe el 8 de noviembre de 1943, la Cruz Alemana en Oro el 20 de marzo de 1944 y la Cruz de Caballero el 9 de junio de 1945-1944, cuando ya había destruido 72 tanques. El 16 de julio de 1944, Rufer llevó a cabo una misión crítica contra una avanzada soviética en el noreste de Leópolis, Ucrania. Su escuadrón recibió la orden de detener un asalto blindado enemigo que se aproximaba rápidamente a la línea ferroviaria Radekiv-Stoyanov. Durante el ataque, su Henschel HS-129B2R2 fue alcanzado por un intenso fuego antiaéreo. Sin posibilidad de maniobra y con su avión en llamas, Rufer intentó realizar un aterrizaje de emergencia, pero no logró sobrevivir al impacto. Con tan solo 24 años, su carrera y su vida llegaron a un trágico final. A pesar de su corta trayectoria, Rufer dejó una huella imborrable en la historia de la guerra aérea.
Su capacidad para destruir blindados con precisión lo convirtió en uno de los pilotos más efectivos de la Luftwaffe.